Monsieur le préfet maritime, monsieur le directeur du CEDRE, madame la directrice de l'Organisation maritime internationale, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Tout d'abord, monsieur le directeur, merci très sincèrement, très chaleureusement de me donner l'occasion de m'exprimer devant vous et de travailler avec vous aujourd'hui pour tirer les conclusions et tracer des perspectives après cette catastrophe majeure que fut le naufrage de la Mako Cadiz. Il y a 40 ans, se produisait à moins d'une trentaine de kilomètres d'ici le naufrage ayant entraîné une des plus importantes marées noires de l'histoire du transport maritime. Certes, il y avait eu, hélas, des catastrophes avant, des marées noires avant, ayant frappé les côtes bretonnes. Je pense au Torrey Canyon, à l'Olympique Brévery, au Belen en 1976. Mais ce qui frappe et ce qui a tant frappé l'opinion publique, c'est que cette catastrophe de la Mako Cadiz, elle a dépassé par son ampleur tout ce que nous avions connu auparavant. 227 000 tonnes de pétrole déversées sur les côtes bretonnes. Le maire de Brest rappelait ce chiffre tout à l'heure. 350 km de côtes touchées, 260 000 animaux marins tués. Chacun se souvient des images de ces milliers d'oiseaux mazoutés, symboles de vie, symboles de liberté, pris au piège des conséquences de l'activité humaine. Chacun se souvient aussi du désarroi de ceux qui vivent et qui vivaient dans les communes littorales proches de cette catastrophe. Et chacun se souvient enfin du courage, de l'engagement des élus qui ont voulu réagir très vite à cette catastrophe, mais aussi des associations, des bénévoles. 7 000 bénévoles coordonnés par l'association Bretagne Vivante, 7 000 militaires nettoient les côtes bretonnes à la suite de cette catastrophe. Et je crois qu'il faut se souvenir aussi que cette catastrophe, on le découvre dans les jours qui suivent, elle résulte d'une conjonction malheureuse d'événements dont on aurait pu considérer qu'ils pourraient être a priori sans danger. Je suis en train de tapoter l'ordinateur, donc je suis en train de complètement modifier le truc. Très bien, merci beaucoup. Excusez-moi de cette... Ça, c'est le problème des nouvelles technologies. Ça continue? Non, ça continue pas. Bien, je continue, moi. Donc, vous le savez, c'est une panne de gouvernail associée à une météo difficile qui était à l'origine du sinistre. Le navire dérive alors sur plusieurs milles nautiques, traverse le rail d'Ouessant sans qu'aucune autorité ne soit alertée. Et 11 heures s'écoulent entre l'avarie et l'échouement, malgré la présence d'un remorqueur à proximité du navire. Et le rapport parlementaire qui a suivi cette catastrophe a justement mis l'accent sur les grandes failles qu'il révélait. Défaut de surveillance de la navigation. Défaut aussi d'échange d'informations, de coordination entre les différentes administrations impliquées à la mer. Défaut de moyens de surveillance, qu'il s'agisse de moyens de remorquage avec des remorqueurs qui n'étaient pas assez puissants pour remorquer un bateau de cette taille. Défaut de surveillance avec une couverture radar insuffisante. Défaut enfin ou faille sur le plan de notre organisation, avec un chevauchement des responsabilités entre les différentes administrations. On ne savait pas qui était le chef. C'est jamais bon quand on doit gérer un événement. Absence d'autorité unique et je ne sais pas si on peut parler d'ironie de l'histoire. Je pense que le terme n'est pas approprié, mais il est tout de même particulièrement, navrant que la publication d'un décret le 9 mars 1978, soit une semaine avant la catastrophe, confier ce décret au préfet maritime, une autorité générale en mer. Simplement, en une semaine, on n'avait pas eu le temps d'organiser les choses et de l'appliquer. Bref, à la suite de cette catastrophe, à la suite de ces failles constatées par le législateur et le parlementaire, il y a eu une vraie prise de conscience des risques et la nécessité de s'y préparer en adaptant nos méthodes, notre organisation, mais aussi en adaptant et en développant nos moyens. En ce sens, même s'il y a eu, hélas, d'autres événements avant la Mako Cadiz, et même s'il y en aura, hélas, après, cette catastrophe de la Mako Cadiz marque vraiment un point de départ sur ces questions d'organisation et de moyens, point de départ au niveau national et point de départ au niveau international et européen. Mais rien n'est jamais acquis, vous le savez, les risques se transforment, les risques demeurent et deviennent parfois plus complexes encore, et nous avons devant nous une vigilance et une nécessité permanente qu'il faut intégrer comme un devoir de tous les acteurs à la mer et au-delà de tous les citoyens.
Donc, premier point, des moyens et une adaptation de notre organisation, d'abord au niveau national. Les moyens, depuis la Moco-Cadiz, ce sont d'abord des moyens de prévention, par exemple la tour radar du STIF, la mise en place du cross-Corsen, moyens de prévention aussi avec ce disposition de séparation du trafic au large d'Ouessant qui sera complété ensuite par une troisième voie spécifique, plus éloignée des côtes, des moyens aussi d'information de la mer vers la terre, obligation par exemple pour les navires pétroliers de déclarer leur entrée dans les eaux territoriales françaises, de signaler toute avarie et toute opération de remorquage. Moyens de prévention, mais également moyens d'intervention, avec l'affrètement par la marine d'un remorqueur d'intervention, d'assistance et de sauvetage affecté à Brest avec la puissance nécessaire, mise en place des équipes d'évaluation et d'intervention, EEI, dont on a pu encore, amiral, mesurer hier encore, dans le cadre d'un événement de mer, à la fois la nécessité et l'efficacité. Et dans ces moyens, sur le plan légal, et ça c'est capital, des moyens de mise en demeure, mise à la disposition du préfet maritime, afin d'éviter des négociations parfois trop longues. Il s'agit de ne jamais perdre de temps dans ce genre de circonstances, trop longues, trop âpres, entre le remorqueur, l'armateur et l'assureur. C'est un moyen de pression considérable que cette mise en demeure, et les préfets maritimes le savent bien, qui sont amenés à l'utiliser de façon quasi quotidienne. Enfin, dernier moyen, ce qu'on pourrait appeler la gestion de l'aval de la crise, mieux connaître, donc mieux prévenir et mieux gérer. À tout seigneur, tout honneur, c'est bien le sens de la création en 1979 du CEDRE, Centre de documentation, de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux, on ne saurait mieux dire, et création aussi du CEPOL, Centre d'expertise dans la lutte contre les pollutions, qui contribuent tous deux à cette connaissance, à cette formation indispensable en matière de pollution aux hydrocarbures et sur la façon aussi de répondre et de remédier à ces crises. Adaptation des moyens, je le disais, adaptation, je voudrais m'y arrêter un instant, vous le comprendrez compte tenu des fonctions que j'exerce, adaptation de notre méthode et de notre organisation. La Moco-Cadiz a joué un rôle majeur dans la construction de notre action de l'État en mer à la française. C'est quoi l'action de l'État en mer à la française, si je puis dire? D'abord, premier point, c'est la coordination de toutes les administrations existantes, de toutes les administrations travaillant à la mer. On ne crée pas un corps unique, une administration unique chargée de la lutte contre les pollutions. C'est un modèle de coordination parce que ça nous paraît plus efficace. La coordination, c'est la garantie d'utilisation de tous nos moyens, sans exclusive. Deuxième règle ou principe de notre action de l'État en mer, la clarté dans l'organisation de cette coordination. Une autorité de coordination au niveau national, il s'agit du secrétaire général de la mer, et des autorités de coordination au niveau local, les préfets maritimes et puis les délégués pour l'action de l'État en mer outre-mer. La coordination, cette fois, c'est la garantie de l'information entre les administrations, de la surveillance, d'une surveillance commune, d'une bonne mutualisation de nos moyens. Et troisième grand principe, qui me paraît peut-être le plus décisif, peut-être le plus important, l'unité de direction, l'unité de commandement de l'action de l'État en mer, que ce soit au quotidien, mais que ce soit a fortiori en cas de crise. Unité assurée, garantie par le préfet maritime. Cette unité, c'est bien la garantie de la cohérence, de la rapidité et de l'efficacité. Voilà un des grands apports, je crois, en termes d'organisation de la Moco-Cadiz, mais de la catastrophe de la Moco-Cadiz. Il faudrait ajouter, je pense, que sur le plan de l'organisation, des méthodes, la gestion de crise s'est améliorée. Le plan Polmar, mis en place à la suite du naufrage du Torrey Canyon, la distinction en octobre 1978 entre le Polmar terre et le Polmar mer, qui clarifie les choses, et en 2010, l'intégration, c'est important, des plans Polmar au dispositif Orsec maritime. Parce que la clé de la réussite, cela réside bien en effet, ou plutôt une des clés de la réussite, dans la qualité du dialogue qui s'instaure et qui doit s'instaurer entre le préfet maritime et le préfet de département, parfois le préfet de zone, qui, d'un bout à l'autre de la crise, vont assurer une continuité, une cohérence dans la réponse de l'État et au-delà de la réponse de l'État, dans la réponse de tous les moyens
des collectivités qui peuvent être associées, et parfois des moyens privés sur réquisition, qui peuvent être associés à la gestion de la crise. Donc adaptation et développement de nos moyens, de nos méthodes au plan national, mais aussi adaptation et développement au plan européen et international. S'agissant de lutte contre les pollutions, s'agissant de tout ce sujet qui nous rassemble aujourd'hui, on ne peut pas, évidemment pas, raisonner dans un cadre seulement national. Il faut évidemment et nécessairement s'inscrire dans une perspective internationale et européenne parce que le pétrole, les matières dangereuses connaissent évidemment mal nos frontières administratives et politiques. Donc il faut bien travailler dans cette optique européenne et internationale. L'année 1978, vous savez, c'est hélas l'année de tous les records de pollution maritime aux hydrocarbures, avec pour cette année-là près de 280 000 tonnes de pétrole répandu en mer dans le monde. Et bien sûr, ça a été un coup de fouet, si je puis dire, aux initiatives internationales. Au niveau international, je ne voudrais pas vous infliger le rappel de toutes les conventions internationales qui sont nées, non pas nées de la Moco-Cadiz, qui a pu être développée auparavant, qui ont connu un nouveau développement, mais tout de même quelques grandes étapes. D'abord, je ne peux pas ne pas citer la grande convention de Montego Bay de 1982 qui va consacrer la répartition tripartite des compétences entre l'État du pavillon, l'État côtier et l'État du port. Et puis, bien sûr, la convention Marpol, qui avait été signée en 1974, mais qui sera ensuite renforcée par plusieurs protocoles tout au long des décennies qui suivent la Moco-Cadiz. La convention SOLAS, dont il a été rappelé à l'instant, qu'elle a été signée en 1974, mais qu'elle a été également mise à jour à la suite de l'affaire de la Moco-Cadiz. Le FIPOL, que vous connaissez, le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, créé par l'Organisation maritime internationale en 1971 et complété en 1992. Toutes ces avancées, je voulais vous le dire, Madame la Directrice, elles doivent beaucoup. Elles doivent beaucoup à l'action de l'Organisation maritime internationale. L'OMI, c'est bien le signe même qu'il faut agir sur ces sujets dans une optique et en considération de la dimension internationale de ces sujets. J'ai eu l'occasion, et c'était un grand honneur pour moi, de m'exprimer au nom de la France devant l'Assemblée générale de l'Organisation maritime internationale en novembre, et j'ai pu rappeler quel attachement avait la France au travail, souvent difficile, souvent technique, qui doit toujours s'inspirer d'engagement et de patience, qui est mené entre l'ensemble des États de la communauté internationale tels qu'ils sont rassemblés au sein de votre organisation. Prise de conscience aussi au niveau européen, au-delà du niveau international. Vous savez que les nombreuses mesures prises après la Moco-Cadiz n'ont hélas pas permis d'éviter deux des plus grosses marées noires qu'ait connues l'Europe ultérieurement, l'Erika, 1999, le Prestige, 2002. Mais ces événements ont été l'occasion pour la France et pour d'autres d'insister pour que des actions fortes soient menées au niveau communautaire, au niveau européen. Vous vous souvenez peut-être de cette déclaration du président de la République de l'époque, Jacques Chirac, qui demandait à ce que, je cite, « soient connus de tous les professionnels les navires dangereux, les noms de leurs armateurs et leurs pavillons », ce qu'il appelait la liste de la honte. Bref, l'Union européenne, dont certains considéraient, à tort ou à raison, qu'elle avait été jusque-là insuffisamment active, l'Union européenne met en œuvre un vaste éventail de mesures, les paquets Erika 1, 2 et 3, 2002, 2007, 2010, porteurs d'avancées majeures. Je ne vais pas être trop long, je citerai rapidement quelques acquis. En matière de prévention, la publication par la Commission de cette liste noire des navires bannis par les ports européens, l'obligation de double coque, bien sûr, pour les navires pétroliers. En matière d'organisation de la surveillance, l'équipement des navires en transpondeur, le système dit AIS, l'obligation pour les États membres de se doter d'un réseau de réception de ces données avec notre système Spationav en France. Et en matière de réponse opérationnelle, toujours au niveau européen, la création de l'Agence européenne de sûreté maritime, ce qui n'est pas rien tout de même, la création de la notion de port-refuge, qui est, comme vous le savez bien, l'obligation pour les États de prévoir des espaces au sein des ports destinés à accueillir des navires en difficulté, et la faculté pour le préfet maritime d'obliger un port à accueillir un navire en détresse. Là encore, avec la mise en demeure, ce n'est pas rien, et c'est efficace.
Je n'ai malheureusement pas le temps d'évoquer tous les progrès faits sur la réparation du dommage, avec quelques lacunes, quelques incertitudes pour demain. Je pense que ce sera évoqué au cours de ces débats et de ce colloque. Bref, des progrès importants ont été réalisés depuis 1978 et se sont accélérés depuis notamment les affaires de l'Erika et du Prestige. Les efforts portent leurs fruits. J'ai noté que sur les 5 millions de tonnes d'hydrocarbures répandus depuis 1970 dans les océans, 26% l'ont été entre 1970 et 1979 et seulement 1% entre 2010 et 2016. Bref, les choses ont beaucoup évolué, mais rien n'est fini, rien n'est terminé. Nous devons faire face à de nouveaux risques et nous devons poursuivre nos efforts d'adaptation de nos moyens et d'adaptation de nos organisations. Développement des risques en mer, en effet. Madame Charlebois, vous avez parfaitement présenté le développement de ces risques. J'essaierai de résumer en disant que le premier risque, c'est l'augmentation de la capacité des navires, l'augmentation de la taille des navires, les navires pétroliers, certes, mais aussi les porte-conteneurs, sans parler des bateaux où vous trouvez plus de 8000 passagers, 9000 je crois, dans un bateau qui est actuellement en réparation ici même. Bref, on peut considérer que c'est un manque de sagesse de la part de l'humanité, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que nous créons, en développant le gigantisme des navires, nous créons nos propres vulnérabilités. Et je ne parle pas ici du problème de la lutte contre le terrorisme maritime. Et difficultés, par conséquent, aussi du remorquage et de l'intervention sur des navires de cette taille. Madame la directrice, je me permets une digression rapide, quelque chose que j'ai appris grâce au préfet maritime ici présent. J'ai découvert un peu par hasard, à l'occasion d'une visite, que les remorqueurs que nous avions maintenant étaient extrêmement puissants, mais que parfois les dispositifs qui étaient embarqués à bord des grands navires et qui permettaient le remorquage ne résistaient pas à la puissance des remorqueurs et par conséquent, on aboutissait à cette stupidité technique d'inadaptation des méthodes de remorquage sur le navire à l'inadaptation de la puissance des remorqueurs. Et je me suis permis d'ailleurs, et je profite de votre présence lâchement, pour intervenir sur ce sujet à l'Organisation maritime internationale, puisque c'est bien un sujet qui doit être traité par l'Organisation maritime internationale, pour que nous puissions avancer sur ce point. Pardon de cette relative inélégance qui me conduit à profiter de votre présence aujourd'hui. Deuxième grand facteur de fragilité, vous l'avez dit, l'intensité accrue du trafic maritime. Il suffit de visiter les crosses Greenway, par exemple, pour voir, quand on voit ce qu'est le trafic aujourd'hui en Manche-Mer du Nord, aussi bien dans le sens horizontal que dans le sens vertical, si je puis dire, c'est absolument, je ne dirais pas que c'est effarant, parce qu'il ne faut jamais se laisser déborder par l'événement, mais c'est tout de même préoccupant, et qu'on se dit que éviter une collision chaque jour, ça relève tout de même, je ne dirais pas du miracle, mais enfin de la performance. Donc il y a cette donnée qu'il faut impérativement intégrer. Troisième donnée, vous l'avez dit, de nouveaux types de bateaux. Les matières dangereuses, elles se diversifient. C'est pas forcément, ça n'est plus aujourd'hui seulement le pétrole. Vous parliez tout à l'heure, monsieur le directeur des condensats, je sais que vous allez travailler là-dessus aujourd'hui même. Donc diversification des substances dangereuses, et il faut qu'on s'y adapte. Par exemple, sauf erreur de ma part, la double coque, ça concerne les navires pétroliers. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas que des navires pétroliers, nous avons d'autres risques. Donc diversification des substances dangereuses et dans le même temps, difficulté persistante à connaître précisément le contenu des cargaisons. Et puis bien sûr, la diversification des activités des acteurs en mer, diversification des activités, les énergies marines renouvelables, l'extraction de granulats, l'exploitation pétrolière et gazière offshore. Je pourrais pousser assez loin l'énumération. Et également, je le cite parce qu'il me semble que ça fait quand même partie du sujet, la menace terroriste, la nécessité de lutter contre le terrorisme maritime, parce qu'un attentat terroriste sur un gros bateau peut évidemment avoir des conséquences écologiques et en termes de pollution, qui est un autre sujet, au-delà bien sûr de notre préoccupation première, qui est la protection de la vie humaine, mais aussi parce qu'il y a possibilité aujourd'hui pour des terroristes de détourner un bateau et par conséquent, sciemment, de provoquer une catastrophe écologique. Donc cette dimension de lutte contre le terrorisme maritime fait aussi partie de notre sujet.
Voilà donc tous ces nouveaux risques qu'on peut énumérer. Donc il faut s'adapter. Il faut s'adapter au niveau national, européen, international. Le droit et les techniques s'adaptent. Par exemple, l'obligation d'équipement des navires de manière à pouvoir être remorqués, j'y reviens. Le renforcement de la répression pour les rejets illicites en mer. Le projet de ratification d'un protocole additionnel à la Convention sur le transport de substances dangereuses, mais aussi des améliorations au plan international et national. Sur le plan national, cette conception de l'action de l'État en mer à la française que j'évoquais tout à l'heure, nous avons décidé non pas d'en remettre en cause dans son principe une organisation qui a fait ses preuves opérationnelles en situation de crise, mais de l'améliorer, de réfléchir à cette amélioration. Une mission vient d'être constituée en ce sens, de tracer de nouvelles perspectives en conservant encore une fois les grands équilibres et les grands principes que je rappelais tout à l'heure. Nouvelles perspectives, ça veut dire peut-être une meilleure intégration des administrations dans l'action. Ça veut dire une optimisation des moyens, peut-être des perspectives de mutualisation. Ça veut dire un développement des interconnexions en matière de surveillance entre les différentes administrations. Et puisque je parle d'action de l'État en mer, nous avons sur ce champ également de la lutte contre la pollution, au plan européen, une perspective nouvelle qui est ouverte, qui est la création de la fonction garde-côte européenne, qui peut-être au départ était surtout conçue comme un moyen, j'allais dire comme une garde-frontière, comme un moyen de mieux lutter contre la pression migratoire, mais dont aujourd'hui le champ s'élargit. Et d'ailleurs, les différentes agences européennes s'intéressent à la création de cette garde-côte européenne qui, très logiquement, dans les mois et les années qui viennent, comprendra une dimension de prévention, de lutte anti-pollution et de réparation de l'événement. Ce qui veut dire des moyens mis à la disposition de cette fonction garde-côte par la France et par les autres États membres, ce qui veut dire aussi développer notre coopération internationale, européenne, développer la connexion entre les centres opérationnels nationaux et européens dans le cadre de cette fonction garde-côte, ce qui veut dire aussi, projet particulièrement ambitieux, mieux harmoniser nos systèmes de surveillance, non seulement à l'échelle nationale, mais aussi avec l'Europe et peut-être progressivement bâtir un système intégré, on peut rêver, de surveillance maritime à l'échelle européenne. Voilà, mesdames, messieurs, ce que j'avais envie de vous dire à l'occasion de ce colloque. Je vais arrêter parce que j'ai parlé trop longtemps. Permettez-moi tout de même 2 remarques rapides de conclusion. Première remarque, je voudrais quand même, puisque je parlais d'action de l'État en mer, saluer ici, devant cette assemblée impliquée dans la lutte contre la pollution en mer, saluer le travail remarquable effectué par la Marine nationale, la Direction des affaires maritimes qui est représentée aujourd'hui, les douanes, la gendarmerie maritime. Au-delà de l'action de l'État en mer au sens strict, je voudrais souligner le travail précieux effectué par le CEDRE, par l'IFREMER, par le CMA, par Météo France, par tous les universitaires et les chercheurs. Et ils sont nombreux ici à Brest qui contribuent à la connaissance du milieu marin, de ses réactions et de ses vulnérabilités. Saluer aussi également les professionnels de la mer. Au travers du cluster maritime français, Monsieur le Président, j'ai plaisir à vous saluer aujourd'hui, les armateurs de France, les ports qui s'engagent également dans la lutte contre la pollution, qui s'engagent aussi en faveur d'un transport maritime plus respectueux de l'environnement. Saluer toutes les associations qui sont pour nous un point de vigilance indispensable et qui parfois nous remettent dans le bon chemin, même si on peut ne pas être toujours d'accord. Et puis bien sûr, vous le comprendrez, saluer le travail effectué par toutes les collectivités littorales, depuis le maire ou la petite commune littorale jusqu'au département et à la région, qui aujourd'hui partagent notre prise de conscience et développent également leurs moyens. Deuxième remarque, et je vous promets, ce sera ma dernière remarque de conclusion. Au-delà des risques que j'évoquais, des nouveaux risques, au-delà des risques, nous vivons aujourd'hui une période d'incertitude, de tension. Quand je dis tension, je veux dire difficulté à définir les équilibres. Incertitude, vous le rappeliez, Madame la Directrice, très bien de développer le GNL, élément de lutte contre la pollution et élément de transition énergétique positif, mais comment appréhender aujourd'hui l'effet exact de cette innovation? Très bien de développer les navires autonomes, mais quelle nouvelle vulnérabilité créer avec ces navires autonomes? Et notamment, risques nouveaux de
de détournement de ces navires autonomes pour revenir à la perspective de lutte antiterroriste que j'évoquais tout à l'heure. Tension, difficulté de trouver les équilibres, notamment entre la protection nécessaire, indispensable de l'environnement et le développement. Un exemple, dans le contexte de la fonte des glaces en Arctique, qui facilitera dans les années à venir la navigation et l'extraction d'hydrocarbures dans cette zone, la vigilance s'impose évidemment. Quelle assistance est-on aujourd'hui en mesure d'apporter à un navire en difficulté dans cette région où les conséquences écologiques d'une marée noire seraient incommensurables? Sur le plan juridique, en matière de conciliation environnement-économie, des réflexions sont en cours aujourd'hui, riches, difficiles, sur le principe du préjudice écologique, d'un droit de réparation que posséderaient les espaces naturels eux-mêmes, la faune, la flore. Jusqu'où faut-il aller? Jusqu'où faut-il aller pour trouver le bon équilibre? Bref, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de risques, beaucoup de tensions qui nous attendent. Face à cela, on peut décider de se voiler la face. Je ne pense pas que ce soit une attitude qui vous convienne, tous ici dans cette salle. Ou on peut décider, au contraire, la volonté d'innovation, le courage, l'initiative, bref, la lucidité, dont le poète disait magnifiquement qu'elle est la blessure la plus rapprochée du soleil. Voilà ce que je voulais vous dire. Je remercie encore le CEDRE pour l'organisation de cette journée. Je vous souhaite des travaux riches, mais je n'en doute pas, sur les thèmes que vous avez retenus: la prévention, la préparation, la connaissance des impacts écologiques et les problématiques de réparation. Et j'espère, et je n'en doute pas, que les débats seront riches, féconds, et que nous pourrons tous, dans les responsabilités qui sont les nôtres, en tirer les leçons nécessaires pour l'avenir. Merci de m'avoir écouté.